Europe 1, la France bouge. La pépite. Rebonjour Matteo Lostanlen, merci d'être avec nous. Vous avez 33 ans, vous êtes né à Nîmes, vous avez grandi à Madagascar, puis direction Bordeaux. Je vais vite, je fais en express. Vous avez fait notamment des études en école d'ingénieur en télécommunications. Et on peut dire que les algorithmes, l'IA, ont rapidement fait partie de vos premiers métiers. Oui, complètement dès le début. Au début, on n'utilisait pas de l'IA directement parce que j'ai eu la mauvaise chance d'arriver juste après le buzz de l'IA. En gros, dans le grand public, on entend parler depuis moins longtemps de ChatGPT. C'est ça. Dans mon métier, c'est arrivé en 2012, la révolution. Oui, on parlait parfois de machine learning, je suis arrivé des choses un peu... Je suis arrivé en école très peu de temps après, donc on n'était pas encore formé à ça. Donc je me suis formé de moi-même en arrivant dans mes premières entreprises. C'est ça, donc c'est un domaine qui vous a intéressé. Et ensuite, pour justement arriver rapidement à pas y revenir, comment vous est venue cette idée que l'on va détailler dans quelques secondes? Ouais, alors c'est pas mon idée. Oui, c'est vrai, vous avez rejoint. Oui, c'est vrai. À la base, j'étais dans une autre association parisienne qui s'appelle Data for Good. Ouais. Et le principe de Data for Good, c'est de mettre en relation des porteurs de projets et des bénévoles qui ont envie de s'investir au service de l'intérêt général. On a une grande génération en quête de sens et qui a envie de faire des choses à but utile. Je sais pas comment dire ça. Ouais, et du coup, on travaillait sur des projets le soir et le week-end. Moi, j'ai fait un projet de santé, par exemple, avec Data for Good. Et la deuxième saison de Data for Good, c'est le format, c'est 3 mois sur lequel les bénévoles vont travailler sur soit développer une nouvelle fonctionnalité, soit améliorer de l'existant. Et il y a une des personnes avec qui j'avais déjà travaillé, François Guillaume, qui est venu proposer cette idée. Et du coup, je l'ai rejoint. On a créé le truc de zéro. Et à la fin des 3 mois, on s'est dit que c'était un peu bête. On avait un code sur Internet. Évidemment, les pompiers, ils vont pas aller sur Internet chercher le code. Donc, si on veut vraiment servir à quelque chose, il faut aller plus loin et créer une solution de A à Z. Donc, on a créé notre asso, du coup, en avril 2020. En plein Covid, donc on avait tous un peu de temps à accorder à ça, donc c'est plutôt bien. Ça peut avoir des côtés positifs sur certains aspects. Justement, pour rentrer dans le concret sur Païronir, en 1 minute, comment vous pourriez le présenter à nos auditeurs? Donc vous l'avez dit, c'est une association, Païronir. Ouais. Voilà, vous avez 1 minute. Oui, donc nous on dit qu'on est une solution ouverte de détection précoce de départ de feux de forêt. En gros, il y a le réchauffement climatique, je vous ne cache rien, à cause du réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus de départs de feux de forêt partout dans le monde. Il y a possibilité d'atténuer leur risque, parce que d'atténuer la fréquence, parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'origine humaine, notamment en France, on dit que c'est 9 sur 10 à peu près. Après ça, c'est assez logique aussi notre solution, c'est que le feu, plus il est détecté tôt, plus on va limiter son impact. Donc l'idée, c'est de mettre des stations de détection dans des points hauts en forêt. Donc ça peut être un point haut, ça peut être une tour télécom, une éolienne, quoi que ce soit, et sur laquelle on va installer principalement donc des caméras et un micro-ordinateur, un Raspberry Pi pour ceux qui connaissent. Ce micro-ordinateur va contrôler les caméras pour capturer des images de l'environnement à intervalles de temps réguliers. Actuellement, c'est toutes les 30 secondes, et l'analyser localement avec une IA. Et en cas de détection d'une fumée suspecte, il va transférer un message d'alerte et les images associées, ce qui va permettre aux pompiers très rapidement de valider, d'infirmer ou de confirmer la présence du feu, mais aussi de commencer à récolter de l'information pour agir au plus vite, toujours dans cette quête de gagner un maximum de temps. Eh bien, parfait. Donc évidemment, ce que l'on comprend, c'est que ça permet un travail en temps réel avec les pompiers. Ça, c'est arrivé petit à petit dans la manière de faire évoluer la solution, où les stations, forcément, dès le début, elles avaient cet usage d'avertir très rapidement. Non, dès le début, on l'a pensé comme ça. On a assez bien fait les choses, mine de rien. On a directement été faire des entretiens utilisateurs avec les différents pompiers. C'est pas que visualiser, observer, c'est aussi prévenir. Ouais, voilà. Exactement. Et du coup, on a rencontré pas mal de pompiers, notamment les pompiers de l'Ardèche, le SDIS 07, qui a beaucoup aimé la solution dès le début, qui nous a dit dès que vous êtes prêts, vous pouvez venir chez nous installer la solution. Et évidemment, entre jouer dans sa chambre à Paris avec un peu de matériel et le terrain, il y a un univers. Et ça s'est passé comment, justement? Ça a pris combien de temps pour découvrir de manière très concrète comment la solution se déployait? On a mis un moment, surtout que c'était un projet associatif complètement bénévole au début, où je travaillais le soir et le week-end, enfin moi et les autres. Du coup, ça avançait assez doucement. En plus de du coup, on a mis au moins 2 ans, 3 ans à avoir une solution un peu stable. Mais en tout cas, dès que vous alliez sur le terrain, ça permettait Ouais, ça a apporté énormément. Au début, on a des problèmes de communication. Première installation qu'on a faite, on installe le système. 2 semaines après, on perd le signal, il faut y retourner. On était là. Quand il faut redébrancher un truc dans sa chambre, c'est très facile. Quand il faut monter en haut d'une montagne en Ardèche, c'est un peu plus complexe. Mais bon, c'est les joies de la R&D. Et là, du coup, maintenant, vous avez différents brigades, j'allais dire, de pompiers qui, pour qui c'est un réflexe de se dire, on sait qu'on peut être alerté grâce à ces stations. Ça se passe comment, notamment la communication? Ils reçoivent de quelle manière une alerte?
Alors oui, du coup, on travaille du coup avec plusieurs départements. Au début, on voulait pas trop se diffuser parce que le temps d'avoir une solution stable. Maintenant qu'elle est stable, on est prêt à le faire et à grandir et à se déployer aujourd'hui en France et même on a un gros partenariat avec le Chili actuellement, donc à se déployer à l'international. Et sur la partie alerte, du coup, il y a une plateforme de détection. Les pompiers en France, ils sont découpés à l'échelle départementale, donc les SDIS, services départementaux d'incendie et secours. C'est ça. Et chaque département a un peu ses spécificités. Du coup, nous on a proposé plusieurs solutions pour que chaque SDIS puisse trouver la sienne et on discute avec eux. Nous, on adore travailler comme ça. On leur fait tester quelque chose. Ils nous disent on aimerait plus ça. On voit si c'est possible et on adapte. Donc il y en a qui ont un écran clignotant dans la salle de contrôle. Il y en a qui reçoivent un signal par une messagerie, d'autres un signal sonore. Et on s'adapte un peu comme ça aux besoins en fonction de ce qui est possible de faire. D'accord. Et donc vous avez fait le choix d'une association en vous disant c'est pas forcément le fait de ne pas vouloir commercialiser, c'est parce que c'est à destination des pompiers, ou est-ce que vous vous êtes dit c'est plus cohérent finalement pour nous de rester une association? Au début, on l'a fait parce qu'on est né dans une autre association et donc ça paraît la suite logique. Et c'était plus un projet le soir et le week-end. À un moment, ça aurait pu se poser la question de créer une société. Il y a des sociétés qui font la même chose et ça aurait pu être complètement cohérent. Mais en fait, on s'est rendu compte que nous, notre but, c'est une mission philanthropique finalement. Ce qu'on veut, c'est réduire l'impact des feux de forêt à l'échelle mondiale. Et à notre sens, rester une association, c'est la façon la plus efficace de le faire. Si demain, je veux me déployer au Chili, j'ai pas besoin de monter une structure au Chili. Je trouve un partenaire là-bas. Du moment qu'il valide ma façon de travailler, donc c'est-à-dire mise en commun de la donnée. Donc tout notre code est en accès libre sur Internet, donc mise en commun du code, de la donnée, et qui va proposer des prix convenables. Nous, on est prêt à travailler avec tout le monde, et du coup, ça permet de se déployer très facilement à l'échelle mondiale. Et on pense que pour réduire l'impact, c'est une façon pertinente. Ça nous permet aussi de travailler avec des écoles d'ingénieurs, des labos de recherche assez facilement. Oui, c'est ça. Ça donne un accès qui n'est pas le même qu'effectivement. Et moi, en tant qu'ingénieur, c'est aussi très agréable. Du coup, c'est parti. C'est ces collaborations très recherche qu'on peut faire très facilement avec tout le monde. Et donc là, pour l'instant, vous êtes 11, c'est ça, dans l'association, 2 qui travaillent vraiment à temps plein. C'est ça. Et avec l'idée de se développer, de faire grandir un petit peu les choses, en restant une association, on l'a compris. Oui, complètement. L'idée, c'est de se développer. Initialement, du coup, on travaillait que à titre bénévole le soir et le week-end. On a bien compris que pour gérer le déploiement terrain et gérer les partenariats et la communauté de bénévoles, il fallait des gens au quotidien. Donc l'idée, ce serait de salarier une équipe cœur, c'est dur à chiffrer exactement, 4, 5, 6 personnes, j'en sais rien, qui va animer du coup cette communauté. Aujourd'hui, notre communauté, elle est très franco-française. Il y a quelques collaborateurs étrangers, mais on aimerait justement développer ça énormément. Pour du coup avoir ce qui se fait beaucoup dans le monde de l'open source, des gens qui vont coder 2 heures à droite à gauche dans tous les pays du monde, et on pense que tous ensemble on pourrait faire ça. Avec cet objectif, il faut des gens pour gérer ça au quotidien. Et là justement, pour en revenir au premier retour de la part des pompiers, il y a des exemples que vous pourriez citer sur la manière dont ça s'est déployé, mis en place là, récemment? Oui, on s'est déployé à Fontainebleau cet été. On avait fait un test avec eux l'année d'avant, donc ils nous avaient comparé avec d'autres solutions, et à la fin ils ont décidé de nous retenir, donc une grande fierté pour nous. Et on a installé 4 stations tout autour de la forêt de Fontainebleau. On a fait le premier été avec eux là. On a été assez efficace, notamment un feu qui a été détecté quasi 56 minutes avant de mémoire, parce que c'était tôt le matin. Donc c'est quand même une vraie victoire. Aussi là, c'était la première fois qu'on développait une fonctionnalité de triangulation, où en fait on a plusieurs stations autour de Fontainebleau, parce que quand il y en a plusieurs qui détectent en même temps, ça permet de croiser les signaux et de localiser le feu. Et on a localisé avec une très bonne précision. En termes de facilité de déploiement aussi, on s'est déployé dans le Bas-Rhin aussi assez récemment, qui commence à se prémunir en risque du réchauffement climatique. Et on a vraiment pensé le système pour qu'il soit plug and play, ce que disaient un peu les collègues juste avant. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on est capable d'envoyer un colis par la poste et les pompiers, ils l'installent en toute autonomie. La caméra est prémontée, il suffit de la fixer sur un poteau, de tirer un câble et ça marche. C'est moins d'une demi-journée pour installer une station. Donc c'est assez efficace et on est assez content de ce travail autour de ça. Et justement pour le développer, parce que on voit bien l'intérêt de ce type de solution. Est-ce que vous allez chercher du coup des financements nouveaux, différents là dans les mois qui viennent, pour essayer de dire que même de manière un peu plus officielle, l'État pourrait aussi aider et se dire que on aide une association, et c'est pas là aussi l'intérêt, en tout cas la différence par rapport à une start-up? Oui, bien sûr. Nous on est dans un modèle hybride où du coup on va commercialiser la solution. Mais du coup on la commercialise pour payer nos frais courants, mais à côté on est subventionné aussi par le public, par le privé, donc des mécènes ou le public. La direction interministérielle du numérique
nous a déjà soutenus parce qu'il y a une volonté en France de soutenir l'open source pour des questions de souveraineté, parce que d'avoir du code ouvert, ça garantit une certaine souveraineté. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Et là, prochainement, je pars le mois prochain à San Francisco. On a été retenu dans un incubateur d'ONG qui devrait nous donner une vraie visibilité et aussi l'accès à des subventions de mécènes américains, donc ce qui pourrait permettre de faire décoller le projet, notamment avec notre volonté de faire grandir la communauté à l'échelle mondiale. Et c'est tout le mal que l'on vous souhaite, puisque Merci. c'est évidemment hyper pertinent par rapport à tout ce que l'on s'est dit aujourd'hui, différents types d'innovations, de solutions très, très concrètes et bien sûr très utiles.